Téléspectateurs, merci d'être fidèles au programme de la RTV Zénith. Bienvenue dans votre émission Culture Acte Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un nouveau visage dans le monde du livre. Homme de lettres, mais pas que. Alors, notre invité est consultant formateur et coach burkinabé. Il est par ailleurs directeur général d'un cabinet de recrutement et associé directeur campus de l'Institut supérieur de technologie IST Ouaga 2000. L'un de ses objectifs est de galvaniser les hommes et les femmes à œuvrer pour prendre leur destin en main. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes avec Abdoul Karim Bandé, ou Coach Bandé si vous voulez. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment se porte Coach Bandé? Bien, par la grâce de Dieu. Ok. Soyez les bienvenus au studio de Télé Zénith. Merci beaucoup. Alors, quand est-ce que cette passion pour le coaching et le développement personnel est-elle née? Brièvement, votre parcours. Déjà, merci de m'inviter. Merci de l'opportunité de partager, d'échanger avec ce merveilleux public de Télé Zénith. Ok. Je promets des moments à la fois passionnés et éducatifs. Exactement. Parce que c'est ma passion de challenger, d'emmener les hommes, les femmes, mais aussi les organisations à réussir. Ok. Et comment ma passion du développement personnel naît? Il faut dire que quand j'étais étudiant, on venait de finir le BTS, et puis une amie m'invite à une conférence. Et je ne voulais pas y aller parce que je qualifiais le groupe qui m'invitait de sectaire, comme tout le monde le disait à l'époque. Et puis elle insiste et j'y vais. Et quand j'arrive, le monsieur, il parle de l'image de soi. Je dis, mais pendant 1 heure, tout ce qu'il dit semble répondre à des préoccupations que j'avais. Voici comment commence mon parcours en développement personnel. Et à partir de ce moment, avec lui, on passe près de 2-3 ans. J'ai toujours eu une thématique que je l'emmène à développer. Et donc, sur 2-3 ans, vraiment, je me transforme. Parce que le but du développement personnel, c'est ça, c'est de vous élever. C'est de corriger vos tares, vos limites émotionnelles, donc votre personnalité, vos défauts, pour pouvoir avoir que des valeurs et grandir. Lorsque vous avez des défauts, vous allez vers le bas. Lorsque vous avez des valeurs, vous allez vers le haut, vous rayonnez, vous avez de l'ascendant, vous influencez. Et donc, c'est ma passion. De ce que j'ai appris, je m'efforce de le rendre. Justement, après avoir participé à cette conférence, est-ce que vous vous êtes formé par la suite pour acquérir cette aisance de donner, de transmettre? Moi, j'ai toujours été passionné de transmettre. Quand j'étais petit, je me rappelle, là, j'étais le plus petit de mes camarades et on pouvait débattre pendant 2-3 heures, moi seul contre tout le monde. Ils sont peut-être 15, je suis seul, mais personne ne peut me convaincre. Ils finissent par accepter. Donc, je crois que je suis un débatteur né. Oui. J'aimais toujours Même communiquer. quand vous n'avez pas raison, vous arrivez à convaincre. Ouais. Maintenant, avec des valeurs, j'accepte. Mais sinon, c'est difficile. Maintenant, je comprends un ami. On a beau être nombreux face à lui. Et quand il est sur sa position. C'est clair. Il va finir par vous faire fléchir. Ok. C'est inné. Hein? Et puis, l'enseignement, pour moi aussi, c'est naturel. Étant étudiant, je disais à mes amis que j'allais enseigner. C'est quelque chose qui m'a toujours... Et j'ai toujours su que je savais le faire. Ça me rappelle que la première fois que j'étais sur un plateau de télé, j'étais chargé de communication à mon école, dans le bureau des étudiants. Et puis, on devait passer à l'époque, il y avait Télé Agenda. Oui. On devait passer, c'était Big Ben qui nous recevait. D'activité. Exactement. C'est ma toute première fois, mais j'étais sûr que j'allais bien le faire. Je n'avais pas de doute. Et quand je commence à présenter, il me regarde, il dit, mais tu as une belle diction. Hein? Pour moi, c'était vraiment naturel. Je n'ai pas appris vraiment à communiquer. Mais c'est vrai que dans le parcours de coach, j'ai beaucoup lu, j'ai suivi beaucoup de conférences, et dernièrement, je l'ai validé par un certificat de coach de l'ICI Genève. Alors, plus tard, vous en faites un métier qui vous réussit d'ailleurs, tant vos prouesses sont reconnues au-delà des frontières du Burkina Faso et avec le cachet qu'il faut. Alors, est-ce un accomplissement? Ah non, c'est une quête de tous les jours. Par exemple, pour vous montrer comment je continue d'apprendre, de me développer. Moi, je veux être milliardaire. Je n'y suis pas encore. Je veux l'être, je veux gagner beaucoup d'argent. Je crois que l'argent est une bonne chose. Quoique je n'aime pas l'argent. Mais il faut avoir de l'argent. Ça permet d'aider. Ça permet de faire plein de choses. L'argent n'est pas mauvais. Même l'acquisition, le processus même pour l'avoir n'est pas non plus mauvais. C'est parce qu'on est ignorant du process et on a tendance à juger ceux qui en ont sans vraiment les connaître. Accomplissement, non. Mais processus de développement, oui, je suis assez satisfait des avancées que je fais. Vous voyez, quand j'écrivais le livre, à une étape, mon fils vient me voir en train d'écrire. Il me dit, papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'écris un livre. Et puis, j'étais heureux de voir que mon fils a un père qui est en train d'écrire un livre.
Ça veut dire que lui, sa perspective d'écrire est plus nette. Vous voyez, parce qu'un fils, il peut se projeter à travers ma vie. Ce qu'on veut que nos enfants fassent, il faut le faire déjà pour Voilà. les montrer. Donc là, j'ai même envie d'aller au doctorat pour dire à mes enfants, c'est possible. Oui. Vous voyez, donc c'est un processus. Je viens de boucler un certificat de l'Aigle, un truc de la Chambre de commerce en gouvernance d'entreprise, et je n'ai pas fini. On continue d'apprendre. Ok, vous ajoutez des branches à votre... Absolument. Alors, après plusieurs années d'expérience, et pour accompagner les hommes et les femmes, les organisations à réussir, vous mettez à leur disposition un livre. Yeah. Il est intitulé « Banaliser le succès » que vous avez apporté ici. Alors, parlez-nous de cet ouvrage qui est votre tout premier. C'est vrai, c'est le tout premier, mais il y a déjà un deuxième en projet. Ah bon. Mais comment vous voyez, le thème du livre, c'est banaliser le succès. Oui. En réalité, banaliser le succès, c'est la vision de Salomon Conseil. Quand en 2009, je démissionne pour créer le cabinet, et je travaille déjà dans un cabinet, je remercie déjà mon ancien DG. Justement, comme vous l'avez abordé, vous allez présenter votre structure déjà avant qu'on aborde le livre. Vous êtes le directeur général de Salomon Conseil. Voilà. Salomon Conseil, c'est depuis 2009, avec un changement de régime fiscal en 2011. Et donc, Salomon Conseil, c'est une entreprise qui a pour vocation 4 domaines d'activité. Notre vision, la vision de Salomon Conseil depuis 2009, quand je démissionnais, c'est banaliser le succès. Aider les hommes, les femmes, les organisations à réussir. On fait 4 choses. On fait de la formation, parce que pour qu'une entreprise réussisse, pour qu'une personne réussisse, elle doit avoir de la connaissance. C'est l'ignorance qui nous fait échouer. Et j'ai été un grand ignorant. À une époque de ma vie, j'ai raté des classes, j'ai arrêté les études. J'étais un grand ignorant. Jusqu'à ce que je découvre que j'ai du potentiel pour faire de grandes choses, pour faire plus que ce que je me croyais capable de faire. Donc, premièrement, on fait de la formation. Deuxièmement, on va faire du recrutement. Une entreprise qui veut réussir a besoin d'hommes de qualité. Donc nous, on va essayer de le fournir à travers un processus très rigoureux. On a des outils, des tests de personnalité, beaucoup d'expérience pour lire une personne en peu de temps. Donc on va faire des recrutements pour fournir des hommes de qualité pour encore amener de la performance. On va faire des études de marché, parce que l'entreprise a besoin d'informations de qualité pour prendre des décisions. Donc on va faire des études de marché. Et puis enfin, on va faire du coaching. Ça, c'est notre passion. Accompagner un individu de manière personnalisée pour l'aider lui seul, dans un parcours spécifique, à transcender ses limites et à trouver en lui-même les ressources pour résoudre les problèmes auxquels il fait face. Voici les 4 domaines d'intervention du cabinet Salomon Conseil. Alors, c'est la suite de cette formation, c'est la suite de ce que vous faites, le livre « Banaliser le succès ». En fait, c'est tellement... vous savez, j'ai beaucoup hésité à sortir le livre. Je l'ai dit même à des endroits. Parce que j'ai mis dans le livre 70% de mon chiffre d'affaires de Salomon Conseil. Et je vous assure que c'est un questionnement. Est-ce que tu le fais, tu ne fais pas? Mais après, je me suis dit, mais la connaissance, là, on ne peut pas l'emprisonner. Tu as appris d'autres personnes. C'est vrai que vous recevez des millions en donnant des formations. Et vous avez osé mettre ces connaissances que vous transmettez en prenant de l'argent, beaucoup d'argent dans le livre. Voilà. Un séminaire de Salomon Conseil sur cette thématique, quelques thématiques du livre, coûte environ 250 000 pour 3 jours en moyenne. Et donc, quand tu décides de mettre ça dans un livre, pour 15 000, tu te poses des questions. Est-ce que tu dois le faire, tu ne dois pas? Mais après, moi, je crois dans un monde d'abondance. Il y a tellement à gagner. Et moi, je suis plus heureux. Mon épouse, mes collaborateurs en souffrent, surtout mes collaborateurs. On peut faire un bon contrat, on fait du chiffre, mais ça ne me rend pas heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir une personne qui évolue. C'est de voir une personne qui est transformée. Ça m'émeut. Je peux verser des larmes parce que j'ai vu quelqu'un qui a quitté un stade, il est passé à un autre. C'est ma passion. Formation, grâce à votre coaching. Pour peu que j'ai intervenu. Et même si je n'interviens pas, voir une personne qui s'améliore, qui se développe, pour moi, c'est le sens de ma vie. Et c'est ça tout le sens. Même si ce n'est pas grâce à vous. Non, je suis content. J'ai été de ceux... Pendant des années, quand de ton CP1 à ta terminale, tu es vu comme un échec. Comme une personne qui ne peut... C'est comme ça que je t'ai vu. Hein? Comme une personne qui ne peut pas aller bien loin, qui est limitée. Et puis, un coup, tu découvres des choses qui te font changer totalement la trajectoire de ta destinée. Et les mêmes personnes qui te voyaient comme quelqu'un qui valait rien, qui n'ira nulle part, te prennent un modèle. Tu te dis, mais tiens, attends, c'est possible ça? Et donc, quand je vois des gens, je vois des jeunes, je vois des personnes âgées, des gens, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est inutile. Non, ce n'est pas possible. Dieu est trop grand, trop bon pour permettre qu'un homme sorte sur la terre
et qui n'ait aucune capacité. C'est impossible. C'est une personne qui est ignorante de ce que Dieu a mis en elle. Et moi, ma destinée, ma vision, le sens de ma vie, c'est d'aider ces personnes-là à découvrir le potentiel qui est en elles et puis de pouvoir les utiliser et d'être utile. Tout don, toute capacité, notre présence sur terre, c'est pour être utile. C'est pour donner la vie à la vie. C'est pour apporter aux autres. Donc, il y a tellement à donner. Alors qu'on a une population, par exemple au Burkina, celle qui contribue est minime. Alors que tout le monde devrait contribuer. Et voilà le sens de ma passion. Alors, la somme de plusieurs années d'expérience, alors qui aboutit à ce livre et une autobiographie, voilà. Plus ou moins. Plus ou moins. Vous avez transmis beaucoup de choses, des expériences des hommes et des femmes dans ce livre, Exact. et de vous-même. Exact. Alors, quel est le but recherché? Alors, cette question-là, comme mon épouse, elle a dit lors de la conférence de presse, quand elle lisait le livre, elle me dit, tu t'exposes beaucoup dans le livre, tu donnes trop de toi et tout. Et puis je dis, tu vois, oui, mais si je ne dis pas tout, comment ils comprendront et comment ils mettront en pratique? De l'autre côté, on reproche aux coachs, c'est vrai qu'il y a plein de pseudo-coachs, on reproche aux coachs de parler de choses qu'ils ne vivent pas. Et moi, je me suis interdit. D'ailleurs, ma conception de la connaissance, j'en parle dans le livre, c'est que la connaissance est un triptyque. Il y a 3 choses pour faire de la connaissance. Il faut de l'information, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence. C'est la combinaison des 3 qui font la connaissance. Malheureusement, notre système éducatif est tel qu'on met l'accent sur l'information uniquement. Et on ne travaille pas sur les 3 autres. Là, quand on vous donne un cours, là on échange sur des concepts et tout. Celui qui écoute, il reçoit de l'information. Mais la capacité à comprendre ce qu'on a dit, il faut de la sagesse. Donc on ne va pas comprendre de la même manière en fonction du niveau de sagesse de chacun. Ensuite, quand vous avez eu cette sagesse, il faut pouvoir utiliser cette connaissance pour résoudre un problème. Exactement. Il faut de l'intelligence. Et c'est la combinaison des 3. Et la seule façon... Être informé. Avoir de la sagesse, comprendre. Comprendre. Avoir de l'intelligence, utiliser. Sans les 3, ça ne sert à rien. C'est pourquoi on voit des profs, il vient en classe, il peut verser son cours comme ça, comme un caïman qui a bu l'eau là, qui vomit. Mais quand vous lui posez une question, il est perdu. De l'autre côté, vous pouvez rencontrer un très bon professeur, il enseigne très bien. Mais quand on lui demande de réaliser ce qu'il dit, il ne peut pas. Parce qu'il lui manque le troisième pied. Et donc, pour moi, mon système à moi de pensée, et tel que je construis l'IST Ouaga 2000, et les IST dans leur ensemble, c'est ça. Comment on arrive à créer une formation suffisamment pratique? Parce que c'est au moment de l'exécution... Dans vos propos, vous évoquez des sujets que nous devrions aborder plus tard. Vous avez dit IST, l'Institut supérieur de technologie. Et voilà, et vous êtes associé dans cette université. Alors, quel est votre rôle principalement? À quoi consiste votre rôle? Alors, déjà, je salue la personne de Issa Compaoré, qui est le fondateur de l'IST avec d'autres associés, et puis qui a eu la clairvoyance d'ouvrir son capital et de permettre à moi et à bien d'autres d'intégrer ce capital-là. C'est un modèle très innovant. Et c'est comme ça que je deviens actionnaire de l'IST, en charge des campus Ouaga 2001 et 2. Donc, chacun de nous a une zone sur laquelle il fait la promotion de l'IST. Et c'est vraiment une ouverture d'esprit de Dr Issa Compaoré que je salue encore au passage. Et donc, chacun, en fait, de nous fait la même chose, mais sur un site. Vous voyez, et avec des spécificités. Exactement. Voilà. Et moi, comme je suis passionné de développement personnel, comme je suis convaincu que c'est la clé, et comme je suis convaincu qu'on ne peut pas avoir de la vraie connaissance en pratique, on essaie au maximum de développer ce qu'on appelle des programmes qui permettent aux étudiants de... Par exemple, on fait des compétitions, ils font des visites d'entreprise obligatoires pour toutes les classes. Là, samedi, on va aller visiter une société, une industrie qui est en train de se déployer, où le fondateur était avec nous en cours, dans mon cours de leadership, il est venu intervenir. Vous mettez l'accent sur la pratique. D'amener l'entreprise dans l'école. Oui, et on crée des projets avec des entreprises où les étudiants sont obligés d'exécuter. On a des lignes de crédit où les étudiants sont financés pour réaliser des prototypes. Donc, au maximum possible, il faut que la formation soit pratique. C'est en ce moment que l'étudiant, dans l'exécution, se rend compte qu'il n'a pas vraiment compris. Ou soit il a vraiment compris. Mais si il apprend juste, il ne fait qu'encaisser de l'information, il est comme une clé USB en fait. On met dans la machine, on retire les données, on en met, c'est tout. Il transfère juste des données. Mais pour les utiliser sans sagesse et intelligence, on aura un problème. Alors, et donc moi, je refuse d'enseigner une chose que je ne vis pas. Donc pour revenir au fait que je partage beaucoup de mon expérience, de ce que j'ai vu autour, mais ce n'est pas vraiment une autobiographie. L'idée c'est de partir de ce que j'ai vécu. Je me suis rendu compte dans mon parcours que devant chaque difficulté, j'avais la grâce d'apprendre quelque chose et de résoudre le problème. Et j'arrivais... Vous voyez, moi, je peux regarder un film, je ne le vois pas comme les autres. Moi, j'arrive à lire les leçons
qui sont dans les... Même quand j'écoute quelqu'un, tout m'enseigne en fait. Oui. Et je n'oublie pas, et heureusement pour moi, Oui, oui. toutes les choses que j'apprends. C'est ça. Et vous les transmettez? Avec passion. Ok. Nous avons pris part à la conférence à présentation de votre livre. Yes. C'était à l'IST. Yes. Voilà. Et lieu proprement et propice pour le faire. Yes. Alors, et dans vos propos, il ressort que pour parvenir au succès, il faut savoir franchir des obstacles et il faut 6 compétences qui sont d'ailleurs cruciales. Yes. Alors, parlez-nous de ces compétences. Ok. Alors, il faut dire que là, c'était la conférence de presse. Oui. Et on prépare la dédicace. Oui, oui. On essaie de faire les choses très Justement, différemment. et vous avez présenté aux médias Yes. et à vos proches et à vos collaborateurs. C'était le pour lancer livre. la communication autour du livre. Ok, ok. Et nous, l'idée, c'est de vendre 5000 livres. Et lors de la dédicace, les gens viendront avec le livre à la dédicace. Ce sera le ticket d'entrée. Et je rêve de faire un spectacle. Ça, J'ai c'est envie de faire vraiment- quelque chose c'est de vraiment très nouveau. différent. Son, Voilà, ceux qui danse, seront lumière. présents auront eu C'est une autre histoire. une quoi. connaissance du livre Voilà. et le débat est ouvert. Exactement. Et ce ne sera même pas qu'un débat. Comme je dis, ça va être un spectacle. J'ai envie de créer un spectacle. Je me sens un artiste qui n'a pas encore eu de succès. Donc le succès vient de commencer, d'accord. Ok, ok. Comme vous avez cette envie d'ajouter des cordes Oui, à votre arc, oui. certainement que vous, Je sais qu'un jour, j'irai au cinéma, voilà, vous par allez exemple. attraper le micro pour Pour chanter. Ah oui, peut-être certainement, surtout Ah jouer ouais. d'un instrument. Ok. Mais au cinéma, je suis sûr que j'irai. Ah oui. Pas fort comme acteur, Oui. mais peut-être comme producteur d'un film. Oui, oui. J'ai bien envie de décliner. scénariste. Oui, 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 pourquoi pas. oui. Je crois que la vie est courte et il ne faut pas taire les ambitions qu'on a, les rêves. Oui. Il faut essayer. Ok. Moi, j'aime essayer les choses. J'aime accomplir des choses. Oui. Même si ça ne marche pas, j'ai le mérite d'avoir essayé. Ça me rend heureux déjà. Et donc, 6 compétences. Oui. Les 6 compétences pour réussir qui sont... C'est vraiment des livres que je lis, des formations que je suis, des succès que j'étudie. Vous savez, pendant 6 ans, j'ai fait 6 éditions de ce que j'ai appelé le Forum national de leadership, où je finançais de ma poche. J'ai eu quelques aides, mais de manière générale, ça sortait de ma poche. Et j'allais louer le Sénat, et je faisais venir des personnalités C'est ça. qui partageaient leur vécu. Et donc, toutes ces expériences cumulées m'ont amené à une conclusion. Il existe 6 compétences pour réussir. La première, c'est la compétence technique. Et c'est pour ça qu'on va à l'école. Malheureusement, c'est sur elle que l'école est focalisée. Elle est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Lorsque vous êtes techniquement fort, vous risquez d'avoir une vie moyenne, un bon revenu, un bon salaire. Même si vous créez une entreprise, elle va être très moyenne. Il faut ajouter d'autres compétences. Alors, la compétence technique, je dis, c'est celle qui est le plus enseignée à l'école. C'est sur elle que l'école met l'accent. Elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Si vous n'êtes que technique, vous êtes le premier de la classe. Regardez autour de nous. Vous voyez des gens qui sortent de l'école très bons, mais dans la vie, vous vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont que la compétence technique. Ok. Elle est bonne, elle n'est pas suffisante. Ok. À cette compétence technique, il faut ajouter la compétence émotionnelle, qui est la personnalité, qui est la combinaison de vos valeurs et de vos défauts. Et le livre porte à 70% sur cette compétence et qui donne des clés sur comment on peut développer des valeurs. Vous étiez paresseux, quand vous devenez plus actif. Vous êtes orgueilleux, quand vous devenez plus humble. Il y a des clés concrètes. C'est ça le côté émotionnel. Exactement. Des cas de personnes qu'on a accompagnées. Moi-même, comment j'ai travaillé sur moi, mon épouse qui est mon deuxième rat de laboratoire, parce que je suis mon premier rat de laboratoire, et mes 3 enfants sont mes cobayes sur lesquels je teste mes concepts. D'accord. Et je donne les cas de mon épouse. Comment aujourd'hui, elle est devenue dans les télécoms un nom qui compte. Alors qu'elle a été licenciée de son emploi à une époque. Vous voyez. Donc, il y a des clés. Donc, émotionnelles, il faut travailler dessus. Et je dis que ce livre vous offre, c'est vraiment votre coach personnel. Après la compétence émotionnelle, c'est la compétence relationnelle. Comment on crée du lien. On ne peut pas réussir sans relation. C'est vrai et faux. Les jeunes emploient beaucoup ce concept-là. Oui, oui. Ah, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas réussir. C'est vrai et c'est faux à la fois. Il faut être capable, effectivement, de rencontrer un inconnu et de le transformer en ami. De le transformer en ce que j'appelle un partenaire d'affaires. Quelqu'un qui peut avoir confiance en vous et qui est prêt à dégager son capital confiance pour vous. Pas l'argent. Hein. Il peut appeler quelqu'un et puis prendre un engagement sur sa personne pour vous. Mais pour ça, il faut être capable de créer du lien et d'avoir de la crédibilité. À côté de la compétence relationnelle, c'est la compétence managériale. Quand vous développez les 3 premières, techniques, émotionnelles, relationnelles, vous allez commencer à gagner de l'argent. Vous allez avoir un certain niveau professionnel. Oui. Vous allez à un moment donné commencer à avoir des équipes. Il vous faut les manager. Oui. Et là, j'aborde pas dans le fond le management parce que je compte écrire un livre là-dessus.
je trouve que nos entreprises sont malheureusement des endroits où il ne fait pas bon vivre, où les gens sont frustrés de venir travailler. Les entreprises sont les derniers endroits où les travailleurs ont envie d'être. Okay. C'est très grave, c'est Pourtant, catastrophique. on y passe plus de temps. Plus de temps qu'autre chose. Donc, Un professionnel sort de sa maison peut-être à 6 h du matin, 7 h. Il ne rentre que vers 16 h, 18 h, le temps de manger et de dormir. Là, on peut même mesurer le degré de joie et de bonheur de tout un chacun. Parce que là où c'est pénible, qu'on passe plus de temps, là où on ne se sent pas... On n'a aucune envie d'être là et on passe plein de temps. Okay. Donc on vieillit plus vite, on a l'oxydation des cellules parce que vous êtes frustré. Quand vous avez des sentiments négatifs, votre corps est irradié, vous vieillissez. Vous vieillissez, vous mourrez. Et cette mauvaise humeur, vous allez la transporter dans votre famille. Vous allez contaminer votre femme et vos enfants. Mais alors que non, l'entreprise devrait être un endroit où les travailleurs ont du plaisir à venir. Du plaisir. Un célèbre manager a dit que manager, c'est importer vers soi l'angoisse de ses collaborateurs et exporter vers eux de l'enthousiasme. Donc ça doit être un passionneur. Au contraire, le gars, il doit fuir sa maison pour venir en entreprise parce que c'est l'endroit où il est le plus heureux et le plus épanoui. Et pour moi, il faut des managers. Notre système éducatif ne prépare pas des managers. Généralement, qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises? On prend un très bon technicien, parce qu'il est très bon technicien. Un jour, on fait de lui un manager. Il n'a jamais appris le management. Il ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça, c'est un sujet qui me passionne, parce que je me permets de me définir comme un manager. Quand tu as des collaborateurs... Comme nous allons aborder ça plus tard dans un livre, nous allons passer à l'autre compétence. En tout cas, c'est un point fondamental. Oui. Alors, ces 4 compétences vont vous permettre de gagner de l'argent, mais elles ne vous rendent pas riche. Parce que gagner de l'argent est une chose, être riche est une autre chose. Voilà pourquoi il faut une 5e compétence, qui est la compétence financière. Comment être riche, pas comment gagner de l'argent. Gagner de l'argent, il faut travailler pour gagner de l'argent. Si tu es technique, émotionnel, relationnel et financier et managérial, tu auras de l'argent. Mais pour devenir riche, il faut devenir financièrement intelligent. Et ça, c'est un principe très simple. On n'a pas le temps de le développer en détail, il faut lire le livre aussi. Exactement. C'est un principe très simple. Comme l'a dit Baro Djenjenaba, l'argent, on ne bouffe pas, on ne donne pas. C'est aussi simple que ça. C'est l'équation comme ça de la richesse. Être capable d'avoir la discipline nécessaire pour ne pas dépenser. Pour que ton argent travaille pour toi. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du livre, on donne plus de subtilité, mais c'est la clé. Intelligence financière. Et enfin, la 6e, qui est la compétence des compétences, dont on parle peu ou pas du tout. Je l'appelle la compétence spirituelle. Avant de venir à cette compétence, la compétence financière, est-ce à dire de façon plus simple l'entrepreneuriat, entreprendre? Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, pendant des années, j'ai été l'apôtre de l'entrepreneuriat. J'ai fait la promotion de l'entrepreneuriat. J'ai poussé des gens à entreprendre. Et je me repens. Je vous demande pardon. Tout ce que j'ai poussé à l'entrepreneuriat. Ce sont des réponses que vous avez eues plus tard à vos questionnements. Oui, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Arrêtez. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Non. C'est un métier à part entière. Ça fait appel à une telle personnalité. Je suis entrepreneur, mais je vous dis que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Encore que, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être riche. Non, la plupart des entrepreneurs sont pauvres. C'est ça. On prend juste les... On peut faire de son argent. Vous avez dit qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être riche. Et il faut savoir... Il faut devenir riche. Il faut devenir riche. Si vous voulez le mot simple, il faut investir. Investir. Investir ne veut pas dire entreprendre. Ah, c'est 2 choses différentes. Non. L'investisseur, c'est celui qui trouve le moyen de produire de l'argent, de gagner de l'argent sans travailler, sans que sa personne ne soit engagée, sans que son temps ne soit engagé. Si la génération d'argent... La réponse se trouve dans le livre. Ah, il faut aller voir. Il faut aller voir. Non, on va le laisser comme ça. Achetez le livre. Alors, la dernière compétence? La compétence spirituelle. C'est la compétence des compétences. C'est la compétence des compétences sans la baraka, sans la faveur. Vous voyez, l'homme est spirituel. Et je ne parle pas de mystique, j'insiste. Je ne parle pas, on va te dire qu'il y a des gens qui sortent de leur corps. Moi, je ne sais pas comment on fait ça, ça ne m'intéresse pas. Des gens qui peuvent voir, ça ne m'intéresse pas. Je dis qu'il y a des lois et des principes. Spirituels, c'est donc lié à la foi. Exact. Qui sont propres à tous les courants religieux. Et les féticheurs pensent pareil. Un féticheur ne te dira jamais de faire du mal à quelqu'un. Il te dira de ne pas en faire. On va te demander de pardonner.
On va te demander d'aimer, de donner. L'aumône, tout le monde en donne. Le féticheur, jusqu'au bouddhiste, tout le monde est préoccupé de donner. Mais combien de jeunes qui vont dans des religions ont l'art de donner? Comment ils voient le don? Ils ont l'impression que c'est une perte de donner. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ou il dit qu'il n'en a pas pour donner. Ce n'est pas vrai. Le principe économique repose sur l'amour, sur le don. L'économie est un principe d'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'économie. Quand on prend les frères Wright qui inventent l'avion, est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'ils ont payé comme prix, hein? Combien d'accidents ils ont fait, comment ils se sont cassés des bras et autres? Vous testez un avion, vous êtes dans l'air, puis c'est pas bon, ça va cracher, non? Combien de risques ils ont pris pour pouvoir avoir cet avion aujourd'hui? Nous en profitons tous, on fait beaucoup de distances en peu de temps. Vous pensez qu'ils l'ont fait pour l'argent? C'est devenu le fidèle ami de beaucoup de personnes. Est-ce qu'on croit qu'ils l'ont fait pour l'argent? Non. Ils avaient mal de voir leurs contemporains ne pas pouvoir faire de la distance. Ils avaient envie d'aider. Ils avaient envie de donner. La richesse se trouve dans ce désir d'être une solution pour les autres. Dans ce désir de donner. Mais c'est spirituel, c'est de l'amour. Ce n'est pas technique d'abord. Si vous êtes économiste et que vous n'avez aucune envie de donner, mais vous n'irez nulle part. Donc, le gars, il n'est pas économiste. C'est le côté spirituel qui nous permet de mais il garantit tout. Donner, oui. Il garantit tout. L'opportunité que tu as eue là, pourquoi toi et pas les autres? Pourquoi toi et pas les autres? Comment tu fais? Il y a des personnes qui ont beau faire des efforts que tu ne fais même pas, ils n'ont pas les opportunités que tu as. Parce qu'il y a une dimension spirituelle et qu'il ne faut pas négliger. Je l'assume. Je crois, moi je suis chrétien. Pas parce qu'on a des corps, nous on a plus quelque chose de plus que les autres. Mais pourquoi ça t'arrive à toi? Pose-toi la question. Il y a quelque chose au-dessus. Et moi je suis chrétien. Et en tant que chrétien, quand je regarde mon parcours, quand je vois le parcours de plein de personnes, ils me disent toujours, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a toujours une dimension que vous ne maîtrisez pas. Alors plus vous allez comprendre ce que c'est que la spiritualité, pas la religion, là. Comprendre qu'il y a des principes et des règles, plus il y a des chances que vous ayez de la chance. On va dire que c'est de la chance. Moi, j'ai envie de dire que c'est de la grâce. C'est de la grâce. Tu es localisé. C'est ça. Tout ce que tu fais, on dirait ça marche. Exactement. L'autre, il fait la même chose que toi. Il fait plein d'efforts, il n'y a rien. Alors, donc, les 6 compétences pour réussir, pour qu'on puisse évoluer dans notre entretien. Alors, technique, émotionnel, relationnel, managérial, financière et spirituelle. Ok. Alors, toute personne a la capacité de transformer ses défauts en qualité pour devenir un leader. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Comment y parvenir? 5 méthodes qui sont dans le livre que je ne vais pas partager dans le détail. Alors, quel est le lien entre leadership et succès? Le succès est une affaire de valeur, compétence émotionnelle. Leadership aussi est une affaire de valeur. Alors, un leader, de façon simple, ça dit qu'il faut chercher à être meilleur dans ce qu'on fait. Ça, c'est technique. Meilleur techniquement, mais aussi meilleur émotionnellement. Oui, si vous écoutez les patrons d'entreprise, les plaintes qu'on a, même vous, dans vos relations ici à la RTB, vous allez voir, quand vous vous plaignez d'un collaborateur, c'est généralement à cause de son comportement. Il vient en retard, il ne respecte pas ses engagements, sa parole n'a pas de valeur. Oui, c'est toujours plus émotionnel que technique. Donc le plus gros problème, il n'est pas technique, il est plutôt émotionnel. Plus vous arrivez à corriger ça, quand vous voyez des gens que vous aimez professionnellement, vous avez envie de travailler avec eux, vous allez voir, ils incarnent des valeurs. Son oui, c'est oui, son non, c'est non. Quand il te dit qu'il va faire, il le fait rigoureusement. En réalité, ça repose que sur des valeurs. Et c'est tout le problème. Et là, il y a 5 techniques pour corriger ces valeurs, pour corriger ces défauts, et doper ces valeurs. L'autosuggestion, j'en parle dans le livre, en tout cas celle que je connais, la visualisation, comment on visualise, la pratique, le pardon qui est la plus puissante, où on a besoin d'aide souvent, et puis quand Dieu décide de changer quelqu'un. Vous avez vu des gens, ils ont une certaine vie, et puis un matin il se lève, il arrête tout. Mais pourquoi lui? Il ne boit plus, il ne fume plus, il a changé, il est devenu sérieux. Bon, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend rien. Il y a quelque chose de plus grand que nous, voilà, qu'il a rencontré et puis qu'il a transformé. Et ça aussi, on peut le demander. Ça fait partie des compétences spirituelles, de rechercher cette faveur qui... Moi j'étais un ancien... je buvais beaucoup à une époque. Et puis, quand tu rentres là, tu cherches ton chemin même. Tu roules comme ça ta moto et tu pries Dieu, Seigneur, pardon, j'ai qu'à arriver à la maison, aide-moi. Et puis si j'arrive là... tu demandes à Dieu de t'aider. Oui, c'est quand je suis à la moto, tu es saoulé. Et puis tu sais que tu dors même. Tu sais que là, pour que tu arrives à la maison, si ce n'est pas la main de Dieu, tu ne vas pas arriver à la maison. Là, tu pries Dieu et tu le cherches de tout ton cœur. Tu arrives chez toi.
La nuit, là, pendant que tu es dans des vibes, comme on dit, là, où le plafond tourne, là, tu es en train de prier. Qui m'a envoyé? Je ne veux plus recommencer. Seigneur, pardonne-moi. Mais le lendemain, là, tu as oublié ta prière. Là. Donc, nous tous, on sait que quand la situation nous dépasse, là, il faut aller chercher quelqu'un. Exactement. Et regarde, quand les gens commencent à travailler, ils deviennent spirituels. Quand tu es sous le couvert parental, là, la vie est facile. C'est ça. Mais quand ils commencent à enlever la couverture, et puis le soleil là, te fouette là, voilà. là tu commences à réaliser que tu vois le mec maintenant, quand on dit carême, il jeûne. Quand on dit prière, il commence à se promener dans les églises, dans les mosquées. Il devient même féticheur. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que pour résoudre des problèmes du futur, il a besoin de quelque chose de plus grand que lui. Et ce quelque chose là, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, parler de leadership revient à parler d'une nation forte. Parce que quand on a les leaders partout, voilà. En somme, c'est votre manière d'apporter votre développement et un développement sérieux à votre pays, le Burkina Faso. Alors, ça sonne comme un sacerdoce pour vous. Voilà, une vocation. Alors, pourquoi cela? Qu'est-ce qui vous anime? Comme je dis, pour avoir moi-même été, oui, j'ai grandi dans un pays voisin, la Côte d'Ivoire, et je voyais mes amis. Ça m'a beaucoup marqué. Quand il y avait des élections, ils s'activaient et tout. Et moi, je n'avais pas le droit de parole. Parce que je n'étais pas chez moi. Et c'était très pénible. Hein. Et puis, j'arrive au Burkina, on dit élection. Et puis, je vois des amis qui sont là, ils sont indifférents. Mais vous savez que j'ai tenu un discours politique. Je les ai réunis, vous là. Vous savez combien coûte une élection? Prenons le coût global de l'élection, divisons par le nombre de Burkinabés en âge de voter. Mais c'est énorme comme argent que le pays dépense. Et puis toi, tu es assis là, tu dis que tu t'en fous. Tu connais le nombre de personnes qui sont mortes pour que toi, tu aies ce droit de vote. Il faut respecter le sang de ces personnes-là. On ne te demande pas d'aller forcément voter un parti politique. Tu peux aller prendre le bulletin là, et puis tu bats pour dire que tu as confiance en aucun d'eux. Oui, tu te serais exprimé. Mais t'asseoir et être indifférent, c'est anormal. Donc, tu vois, quand tu... Vraiment, le bien, là, on l'apprécie que quand on l'a perdu. Moi, je ne l'avais pas connu avant. Ça. Et puis, je découvre que j'ai un pays. C'est ouvert, voilà. Donc, finalement, on banalise la chose. Regardez quand les gens sortent du pays, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, vous voyez, ils aiment plus leur pays. Parce que là, tu mesures ce que c'est. Mais quand tu as le truc gratuit comme ça, là, tu ne vois pas sa valeur. À la limite, on se plaint même. On se plaint. Quand on mange le taux tous les jours, on se plaint. Alors que le gars qui est aux États-Unis, il rêve de manger le taux. il regrette le taux de sa mère. Tu vois, quand il vient, là, il veut pas quand il écrit un poste comme ça, tu lis toi-même. Il veut du tout, il veut du benga. Il veut ce qui est de lui. Il veut son vaso d'enfanie. Alors quand on est dedans, on a ça tous les jours, on s'accoutume. Donc voilà comment me vient, en tout cas, pour moi, cette passion d'être une solution pour ma nation et de relever l'image de mon pays. Avoir de grands diplômes n'est pas synonyme de réussite dans la société. Voilà, ça a été dit dans le livre. Vous qui êtes à la tête du cabinet Salomo Conseil, alors quel conseil aux jeunes diplômés qui sont en quête d'emploi? Alors, pas que les jeunes diplômés, cadres. Au cadre, il y a toujours un niveau plus élevé auquel vous pouvez accéder. Le premier conseil, lisez le livre. Je vous assure que ce n'est pas de la propagande. C'est des séminaires. J'ai vu des gens, quelqu'un que je ne peux pas citer, qui était dans une compagnie d'assurance. On sort d'un séminaire, il me dit, Monsieur Bandé, je vous ai écouté, je démissionne, je deviens agent général d'assurance. Aujourd'hui, il est heureux, il m'écoute certainement. Mais j'ai vu des gens, des vies être transformées. Et ça marche, les principes qu'on développe. Vous avez donné de la confiance à beaucoup de personnes. Énormément. Et leur vie. Et des outils, pas que de la confiance. Quels sont les outils? Rien qu'hier, un jeune homme m'a dit, il est venu me rencontrer, il vit aux États-Unis, le Canada et le Burkina aujourd'hui. Il est venu me voir, il a acheté 2 livres. Il me dit, tu m'as donné un conseil quand j'ai commencé mon stage. Tu m'as dit 2 choses. Quand tu arrives au stage, travaille, rends-toi indispensable. Il faudrait que ton patron ne puisse rien faire sans toi. Il me dit qu'au bout de 6 mois, son patron ne pouvait plus rien faire sans lui. On a dû le recruter. Le deuxième élément, ne descends jamais tant que ton patron est là. Ne descends jamais. Tu es en stage, mais ce n'est pas un stage. Ne descends jamais tant que ton patron est encore au bureau. Je vous dis qu'il me l'a dit seulement hier. J'ai vu plein de cas, plein de vies transformées. Et les clés sont dans ce livre. Maintenant, il y a un prix à payer. Une chose est d'entendre quelque chose, une autre est de la pratiquer. Il n'y a que la pratique qui fait l'expert. L'expert, ce n'est pas celui qui a beaucoup lu. Non. C'est celui qui a beaucoup pratiqué. C'est la pratique qui fait l'expert. Pratiquez, payez le livre, lisez-le, et je reste disponible
tout cas, généralement, on va créer des environnements C'est pour ça. pouvoir interagir avec les lecteurs, Ok. et répondre à des questions qu'ils ont. Et on lance bientôt des émissions, donc pour encore venir renforcer ce qu'on dit dans le livre, C'est ça. sur YouTube, sur Oui. les réseaux sociaux, Oui. etc. Tout cela rentre dans le cadre de la promotion du livre. Absolument. Ok, ok. Au-delà de la promotion du livre, Oui. de notre volonté d'aider les femmes, les hommes C'est surtout et ça. les organisations À réussir. à réussir. Ok. Coach, beaucoup trouvent que le système éducatif burkinabé basé sur l'enseignement général n'est pas en phase avec nos réalités et ne facilite pas le développement. Alors, quelle appréciation faites-vous de cela? Et dans vos propos, vous l'aviez dit, il ne suffit pas d'avoir des hommes techniques, il faut qu'ils sachent comment utiliser leurs connaissances. Exact. Ah oui. Alors, j'aime bien la question parce que vous n'avez pas remis en cause l'enseignement dans son ensemble. Vous n'avez pas l'enseignement général. Effectivement, l'enseignement général aussi, je l'aperçois comme assez difficile. Lorsqu'on forme des milliers de philosophes, je ne sais pas à quoi ça va servir. Lorsqu'on forme, quoique la philosophie est très importante, lorsqu'on forme des milliers de personnes en français, je crois qu'il est effectivement bien de réduire un peu les effectifs dans ce type de département et de les accroître plutôt dans des profils qui sont concrets. Donc, qui rend directement, qui prépare directement à l'emploi, notamment des formations professionnelles, parce qu'elles sont orientées emploi, alors que les formations, généralement, d'ordre général, sont plutôt, j'ai envie de dire, orientées de type académique, recherche, etc. Et on en a déjà assez, à mon avis. Il faut penser à aller vers plus de formations orientées professionnelles. Ce n'est pas le contenu qui est en cause, c'est l'utilité de certains profils. Mais quoi qu'on a beaucoup de bonnes formations au Burkina qui n'ont rien à envier aux autres. Donc voilà ce que je peux dire dessus. Pour moi, j'en parle un peu dans le livre, c'est 4 problèmes au niveau de l'enseignement. Les apprenants eux-mêmes. Les apprenants eux-mêmes qui ne sont pas assez passionnés, qui s'orientent mal. J'ai failli être une victime de ça. Vous œuvrez plutôt à cela et orienter, permettre les nouveaux bacheliers. Voilà, chez nous, quand un étudiant vient, même si c'est un master, il y a un entretien d'orientation. Pourquoi tu fais cette filière? On t'explique les enjeux, on te montre, on te fait faire un test de personnalité, de compétences pour voir est-ce que tu colles avec ce que tu as envie de faire, que tu comprennes assez bien ce dans quoi tu t'engages. Parce qu'il y a un gros problème d'orientation qui induit en même temps aussi un problème d'engagement et de passion. Quand vous faites une chose que vous n'aimez pas, c'est lourd. Mais quand vous aimez ce que vous faites, quand ça vous correspond, vous êtes majestueux, c'est naturel. Donc, problème à ce niveau. Le deuxième problème, il est au niveau des enseignants. Il y a peu d'enseignants passionnés, il faut le reconnaître. Beaucoup arrivent à l'enseignement. J'en parle courageusement, je suis directeur d'école, je sais ce que c'est. C'est vrai que nous, on a mis un système d'évaluation. Justement, quand l'enseignant a une mauvaise évaluation, on ne le reprogramme plus. Mais vous voyez quelqu'un qui a un gros CV, mais vous le rencontrez dans un cours, vous demandez, mais il parle de quoi? Et ça, je crois que tout le monde en a vu. Même sur des plateaux télé, souvent, vous voyez un monsieur qui arrive, docteur en économie, mais vous l'écoutez, vous cherchez à comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit? Vous n'y comprenez rien. Il n'est pas fluide dans ce propos, il ne permet pas de comprendre ce qu'il dit. Donc tout le monde aussi n'est pas fait pour enseigner. D'autres, c'est bon. Voilà. Il y en a, ils arrivent tout de suite, ils captivent, et tout ce qu'il dit, on comprend. Mais le gars, il parle depuis des heures, on n'y comprend rien. Il y a un souci. Vous trouvez que les salariés sont pauvres? Oui. Expliquez-nous davantage. Dès que c'est dit là, je peux me faire lapider par des gens tout de suite. Non. Parce qu'il y a l'explication qui on va dire que je suis en train de les traiter de pauvres. Ah oui. Bon, je suis concerné. Et je suis concerné aussi. Ok. Alors, donc, effectivement, on en parlait tantôt quand on a parlé d'investissement, de la compétence financière. Et je tiens cette leçon de mon mentor, qui me dit, Mandé, tu sais, lui aussi, il a appris de son mentor. Et il me dit, tu sais, il y a 4 types de personnes dans la vie. Mais en réalité, il n'y en a que 2. Les pauvres et les riches. Il n'y a que les pauvres et les riches. Il dit, mais les pauvres, c'est qui? Il dit, les pauvres, c'est tous les travailleurs. Quel que soit le salaire que tu as, 9 millions, 10 millions, 12 millions. Il y a des gens qui gagnent 12 millions de salaire. Je connais quelqu'un qui a 9 millions de salaire par mois. Mais malgré tes 9 millions... Ceux qui n'ont pas cette somme-là pensent qu'en ayant cette somme, ils vont être riches. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Avoir 10 millions de salaire ne fait pas de toi un riche. Donc tous les salariés, peu importe la quantité d'argent qu'ils ont, sont pauvres. Deuxième catégorie de pauvres, c'est les professions libérales comme moi, consultant, formateur, coach, médecin, pharmacien, tout ce que tu veux. Mais des pauvres un peu mieux décorés. Après les professions libérales qui sont pauvres, médecins, avocats et tout ça, tu as les entrepreneurs. Le gars, il possède une entreprise, il fait 500 millions de chiffre d'affaires, il emploie 20 personnes, 50 personnes, 1 milliard de chiffre d'affaires. Lui aussi, c'est un pauvre. Lui aussi est un pauvre. Et la preuve, vous avez vu des gens qui avaient de grosses entreprises, quand ils tombent malades, tout s'arrête.
Quand il y a un changement plus ou moins politique à la tête de l'État, Oui. tout s'arrête. Ok. Quand le père décède n'est plus, les enfants sont dans la misère. Comment on l'explique? En fait, ils n'ont jamais été riches. Ils ont juste été des pauvres bien décorés. Alors, qui peut être riche? Qui est riche finalement? Le riche, c'est l'investisseur. Et qui peut être investisseur? Tous les trois. Le travailleur, la profession libérale, comme l'entrepreneur, doivent chercher à devenir des investisseurs. Ok. C'est-à-dire des personnes qui génèrent de l'argent sans travailler, ce que je vous expliquais tantôt. Oui. Ça veut dire que comment trouver les mécanismes pour que même quand je dors, même si je suis malade, même si je ne me lève pas, je ne sors pas de chez moi, je continue à gagner de l'argent. Oui. C'est la réflexion que fait l'investisseur. C'est pour ça qu'il peut laisser un héritage à ses enfants. C'est pour ça que même quel que soit ce qui lui arrive, il n'est jamais dans le manque. Parce qu'il a mis des mécanismes. Vous voulez connaître ces mécanismes? Allez lui le dire. Ok. Ah ouais, beaucoup de choses ont été... on a trop dit, c'est pas bon. Ah oui, oui. Ok. Entre obligations et contraintes, et il n'est toujours pas simple de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Ouais. Alors, vous qui êtes un homme à plusieurs casquettes, comment trouvez-vous le bon équilibre? Moi, je n'ai pas l'impression d'être à plusieurs casquettes. J'ai l'impression que tout ce que je fais, Oui. et tout ce que je fais correspond au même objectif. Banaliser le succès. Que ce soit dans le cabinet, que ce soit en écrivant le livre, que ce soit dans l'école, peu importe ce que je fais, c'est toujours orienté banaliser le succès. Donc, moi, je fais qu'une seule chose. Donc, c'est l'objectif qui compte. Il n'y a que ça. Maintenant, dans le livre, j'en parle, il y a ce qu'on appelle la roue des domaines de vie, qui permet de mesurer l'équilibre de vie qu'on a. Et ça, je l'applique énormément. Et ce modèle présuppose que, d'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose. La véritable réussite, ce n'est pas de l'argent. Ah non, pas du tout. Le succès, ce n'est pas l'argent. Le véritable but de la vie, ce n'est pas gagner de l'argent. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Attention. Le véritable succès, c'est le bonheur. Oui. C'est être heureux. Ce n'est pas gagner l'argent. Je vous donne un exemple. Quand vous aviez 5 ans ou 7 ans, votre bonheur, c'était d'avoir des chocolats et des bonbons. Lorsque vous avez eu 16, 18 ans, les chocolats et les bonbons ne vous intéressaient plus. Vous voulez peut-être bien habiller, faire du sport, être vu, apprécier des autres. Un bon adolescent. Quand vous avez eu 27 ans, 25, 27 ans, vous avez envie d'être productif, avoir un emploi, devenir chef de service, construire une carrière, gagner de l'argent. À 40 ans, 45, vous aurez un autre problème qui n'a rien à voir avec ceux de 27 ans. Oui. Normalement, notamment la santé, qui va devenir un enjeu important. Oui. Construire une famille, éduquer des enfants. Oui. La préoccupation évolue. Et voilà, l'avenir des enfants. Vos enfants. Oui. À 60 ans, vous aurez d'autres préoccupations. Un gars qui a 70 ans, vous pensez qu'il se préoccupe de l'argent? Il a envie de quoi? D'être entouré. Au final, voilà ce que je vais vous dire. Le succès, c'est être heureux. Le bonheur est une construction dynamique qu'il faut bâtir à court, moyen et long terme. Et la roue des domaines de vie dont je parle dans le livre vous permet de voir quels sont les domaines de la vie qu'il faut prendre en compte pour construire son bonheur dans la durée. Et pour ça, vous avez 24 heures dans une journée. C'est pour ça que dans le livre, on va parler de gestion du temps, en donnant des clés sur la gestion du temps. Parce qu'il faut pouvoir utiliser vos 24 heures et les investir qualitativement. Moi, j'ai des temps pour mes enfants. Ah non, j'ai un moment pour mes enfants. Dans le mois, par exemple, un des mécanismes qu'on a mis en place, on fait des achats mensuels avec eux. Donc, ils ont un budget pour acheter le lait, le machin. C'est eux-mêmes qui décident du budget, donc ils apprennent l'économie. Et je vous assure que quand on l'a institué l'année dernière, quand on va, ils sont devenus rationnels. Hein. Le grand fait dit non, ça c'est trop cher, on n'a qu'à diminuer. Si on prend ça, non, on va perdre. Ils apprennent déjà. Donc, ils apprennent déjà à faire de l'économie. C'est ça. Et ils passent un temps de qualité avec leurs 2 parents. Après, on peut aller à un restaurant. Donc, il y a un temps. Ah non, moi, je ne blague pas avec ce temps pour la famille. Là où je suis déséquilibré, c'est le social. Je ne suis pas très sociable, mais je travaille aussi à corriger. Voilà. Donc, il y a un temps pour tout. OK. Alors, un temps pour tout. Et actuellement, le Burkina Faso traverse une situation assez particulière et meublée par cette crise sécuritaire et humanitaire. Alors, comment est-ce que quelles peuvent être les pistes de solutions selon vous? Pour moi, déjà, j'ai en tout cas beaucoup de respect et de compassion pour ceux qui dirigent le pays. C'est une situation extrêmement difficile. Vous voyez, quand vous n'êtes pas à la manœuvre, on juge, c'est comme l'entraîneur de foot là. Quand on gagne, on applaudit. C'est ça. Quand on perd, on dit il aurait dû. Il aurait dû. Mais il faut être à sa place pour savoir si c'est aussi simple que ça.
alors qu'on est dans une situation tellement compliquée. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas pour demain la solution. Il faut qu'on se prépare à encaisser. Et encaisser encore. Oui. Et encore. Mais ce qui est vrai, c'est que si on fait les bons choix, si on persévère dans la bonne direction, nos enfants vivront dans un monde meilleur que le nôtre. Mais là, ce que nous vivons, Il faut accepter. ça va être dur. Oui. Ça va être dur. On peut dire tout ce qu'on veut. Oui. Quel que soit celui qui sera à la place là, Oui. il prendra des décisions très difficiles. Donc je crois que les choix qui sont faits en ce moment font sens. J'ai envie de parler un peu de Thomas Sankara. De ce qui se dit souvent de lui, c'est que il était très ferme. Il avait des décisions très difficiles. Aujourd'hui, on l'applaudit, oui, mais je ne suis pas sûr que si toi et moi, on avait vécu à son époque, on serait très, très content de lui. Vrai. Parce que c'était très dur, les choix. Quand on cause avec certains doyens, c'était des choix très difficiles. Nous... on n'aurait pas pu s'habiller, bon, sauf s'il avait valé le coco d'Ounda. On aurait dit, il faut que tu t'habilles à façon d'Afadi. Alors que, bon, tu as ton argent, on te dit, tu es obligé de t'habiller comme ça. Tu vois, c'était très dur. Mais qu'à un moment donné, il avait voulu changer, réduire un peu la fermeté. Mais est-ce que c'était le bon timing? Alors, moi, une des questions que je me pose, c'est le timing. Il y a un moment pour être très ferme, puis il y a un moment pour lâcher. Il faut trouver le timing. Je n'ai pas la formule voilà, pour ce timing. Mais que les Burkinabés, qu'on se prépare, parce que les temps que nous vivons sont difficiles. Et ils risquent d'être encore difficiles. Et il faut qu'on s'engage tous pour que notre pays puisse connaître la vraie paix et des vraies bases pour un développement durable. Et en attendant, il y a des populations en souffrance et qui n'arrivent pas à manger. Et vous n'êtes pas resté en marge de cela. Et nous avons été à la présentation, à la conférence de votre livre et vous avez fait un geste. Oui, c'est même pas la première fois. Hein. Je sais qu'il y a 3 ans à peu près, quand on a lancé le fonds de soutien sous le président d'Amiba, c'était le 14 février, moi je suis né le 14 février, puis c'est la même période encore. Et puis moi j'ai préféré faire un don, je crois que j'ai même publié, sans mettre le montant. Non, je vous ai dit que la vie est régie par des lois. Et une des lois, c'est la loi de donner. Moi je crois vraiment dans le fait de donner. Pour moi, une entreprise a pour vocation d'abord à donner. Mais quand on donne ce qui est beau, on reçoit. Et ça c'est la contrepartie de cette loi. Plus tu donnes, plus tu reçois. Tu vois, on fait une émission, une belle émission, les gens seront contents, mais quand ils vont te rencontrer dans la rue, ils vont te rendre ce que tu leur as donné. Parce qu'ils ont passé un bon moment. Ah, merci, on aime tout ce que tu fais. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est une force qui n'a pas de valeur, justement, quand certains... C'est le meilleur business. Donc, c'est un deal que je fais à Dieu. Parce que j'estime que ce que j'ai mis dans le livre, c'est des choses que j'ai apprises qui m'ont permis d'avoir une vie différente. Si ma vie même s'arrêtait là, je ne trouve pas qu'elle serait mauvaise. Il y a plein de Burkinabés. Combien ont la chance d'être connus? Combien je rencontre des gens, je vais à des endroits, ah oui, on aime ce que tu fais. Qui suis-je pour avoir cette sorte de notoriété, d'être apprécié? On dit souvent, quand on arrive à accomplir des choses et on est conscient de cela, et on n'a plus peur de vieillir, on n'a plus peur de mourir. Non, moi j'ai le sentiment que... Et puis j'ai fait quelque chose que j'aime faire, tu vois. Et j'estime que j'ai tellement reçu des choses que j'ai appris. Qu'il est aussi bon pour moi de donner. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais je trouve que écrire le livre ne m'a pas coûté grand-chose. C'est juste que j'ai partagé mon vécu et le vécu de personnes que j'ai accompagnées. Et donc moi j'ai décidé vraiment que les recettes de ce livre-là vont plutôt servir des causes. Et on l'a fait. Le jour de la conférence de presse, on a accompagné des gens. Ils étaient très contents, nous on était contents. Et on pense que ça va nous revenir. Parce qu'il n'y a rien de gratuit au fond. Tout ce que vous donnez vous reviendra. Vous qui aimez trop le challenge, quel est votre prochain challenge? Déjà, c'est de vendre 5 000 livres à 15 000 et puis d'avoir le courage de tout donner. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, priez pour moi pour que j'aille au bout de mon engagement. Et le deuxième challenge, c'est de commencer à écrire le deuxième livre. Dans mes objectifs de l'année, j'ai prévu de commencer à écrire le deuxième livre, alors que le premier sort en mars. En mars, je vais écrire mon deuxième livre qui doit porter sur le mariage. Qui est un sujet aussi... Ce livre prendra aussi autant de temps que l'autre ou bien... J'en sais rien. J'ai déjà les idées. Après, il faut commencer à écrire. Mais je reste convaincu que... J'en parlais ce matin avec le papa Congo Rigobert et son épouse, juste avant de venir ici, parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné dans la correction du livre. Je les salue au passage s'ils tombent sur l'émission. Et je leur disais, on en discutait, je dis, mais quand je vois les couples aujourd'hui, les jeunes ne veulent même pas se marier. Et ceux qui sont dans le mariage veulent en sortir.
Les autres ne veulent même plus y entrer parce que le mariage est vu comme quelque chose de mauvais. Pourtant, quand vous avez une mauvaise femme ou un mauvais mari... difficile pour certains, pas mauvais, mais peut-être difficile. Non, il y en a qui ne veulent même pas entendre parler. Okay. Et j'étais de ceux-là aussi, au passage. Mais quand vous faites un mauvais choix de conjoint, mais votre vie risque d'être extrêmement compliquée. Donc, c'est un enjeu tellement important. Une famille qui est bien constituée, qui est bien structurée, c'est une vraie grâce, une bénédiction pour la nation. Mais, donc, pour moi, voilà un sujet qui n'est pas abordé. Il y a des questions. Mais il y a des questions. Ah, les questions que j'aborderai dans ce livre vont faire couler. Parce que je suis conseiller conjugal. Avec mon épouse, on accompagne des jeunes. Mais on aborde des questions souvent. On dit, mais on n'a jamais pensé à ça. Voilà. Et donc, c'est un peu ce genre de sujets tabous que nous voulons aborder pour aider vraiment les personnes à se préparer. Comme banaliser le succès. Exact. Et voilà, ça passe aussi par le mariage. Le succès, c'est tous les domaines de la vie. Alors, votre mot avant qu'on prenne congé de nos téléspectateurs? C'est simplement merci. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Afrique, tous nos téléspectateurs. Et plus haut, rendez-vous plus haut. Merci à vous, Abdoul Karim Bandé, coach Bandé. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, ce livre est à vous et on vous le recommande vivement. Beaucoup de choses, hommes, femmes, organisations, pour votre réussite. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.